Et rebonjour à tous, et puis pour ceux à qui j'ai omis de le faire, je vous présente à tous bien évidemment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc cette nouvelle année qui au TE13 va être l'année peut-être la plus importante de ces dernières saisons, voire même de plusieurs décennies, je dirais, parce que l'objectif que nous nous sommes fixés pour cette année, vous le savez tous maintenant, c'est de pouvoir franchir cette fameuse marche qu'on n'est pas arrivé à franchir les 2 ou 3 dernières années. Je dirais que c'était un petit peu normal aussi. Et cette année, l'objectif, c'est de la franchir, cette dernière marche, et d'amener le Toulouse Olympique en Super League l'année prochaine aux côtés des Dragons catalans. Voilà l'objectif du club cette année. Donc, pour ça, nous avons mis en place, bien évidemment, une organisation spécifique, notamment au niveau des staffs. Nous avons beaucoup renforcé, et vous le verrez dans le document qu'on vous a remis, toute la partie médicale. On a fait des investissements en termes de moyens techniques, je pense aux GPS qui équipent déjà tous les joueurs, ce qui nous permet de suivre un petit peu individuellement leur performance. Bien évidemment, nous avons conservé le même staff, Sylvain Moulès aux manettes, et avec cette équipe-là, avec les renforts que nous avons décidé de faire cette année, notamment un petit peu sur les avants, entre autres, il n'y a pas que les avants, mais bon, on s'était aperçu l'an dernier, et Sylvain vous en parlera mieux que moi, que l'on manquait sans doute un petit peu de poids devant et qu'il fallait qu'on renforce notre défense, puisque là aussi on s'est aperçu que c'était surtout en défense avec les Anglais que le jeu se faisait. Donc on a mis les recrutements en fonction de ces choix. Voilà. Tout en essayant de garder cette rapidité et cette explosivité qui était quand même caractéristique de cette équipe. Voilà. Donc, tous nos matchs, presque tous nos matchs se dérouleront bien évidemment encore cette année à Blagnac. On est, c'est un peu un scoop que je vous donne, qui n'est pas tout à fait entériné, mais il n'est pas impossible qu'on puisse jouer un match ou deux cette année au stade de Toulouse. Pas au stade de Toulouse, au stade Ernest Vallon. C'est pas pareil. Voilà. Et notamment, peut-être si c'est possible, on va le décider dans les 48 heures, le match contre Toronto, qui se déroulera, je crois, mi-mars, si j'ai bonne mémoire. Voilà. L'objectif, bien évidemment, c'est d'essayer de ramener un maximum de public à tous ces matchs et de faire parler de nous vraiment au niveau régional, puisque cet objectif aussi, bien sûr, en dehors de la Super League, c'est vraiment d'être le club régional du rugby à 13. Voilà. Donc, moi, il ne me reste plus qu'à souhaiter bonne chance à tout le monde et en espérant que vous nous ferez des articles flatteurs comme vous avez l'habitude de nous les faire. Voilà. Cette année, c'est... on payera dans les moyens. Bien. Allez, alors, moi, je vais vous présenter donc le staff un petit peu et tous les moyens que l'on a mis en place. Donc Bernard déjà vous en a parlé pas mal. Donc on a tout le temps conservé notre préparateur physique et notre chef un petit peu de tout ce qui est athlétisation, c'est Adam. Donc ça fait déjà maintenant la 6e année qu'on travaille ensemble et avec qui on a d'énormes liens et une très bonne confiance, et ce qui nous permet de pratiquer. Il a d'énormes connaissances et, maintenant en plus et d'expérience, donc les garçons répondent très bien avec lui, donc voilà pourquoi on l'a conservé aussi. Et ensuite derrière Christophe qui lui a un peu plus de travail sur le domaine de défensif, de l'analyse aussi un petit peu de vidéo et de tout ce qui est stats individuelles, et j'aime bien Christophe aussi parce qu'il a tout le temps un peu le côté négatif entre guillemets de la chose. Il est tout le temps à se poser les bonnes questions, donc il nous aide bien là-dessus.
Derrière, on a quelques petites nouveautés qui sont Bastien Coste, c'est le préparateur physique du centre de formation et qui, chez nous, va s'occuper de la réathlétisation des blessés. Voilà, ça nous met un peu plus le lien aussi avec notre centre de formation. C'est quelqu'un qui est rentré maintenant il y a une paire d'années et avec qui on a qui est vraiment très compétent, donc on voulait continuer à travailler et faire ce lien entre le groupe pro et le centre de formation. John Green qui est toujours avec nous, ça fait maintenant peut-être la 3e année qui travaille avec nous, c'est un jeune, c'est un stagiaire qui a encore fait ses études, qui est très bon dans ce domaine des études aussi et qui lui fait partie un peu, il était un préparateur physique adjoint, spécialisé un peu plus dans la vitesse, mais qui pour le moment touche à tout, si on lui fait voir pas mal de choses et il nous aide bien là-dedans. Et le dernier, Greg White, donc un ancien joueur du Théo, qui lui, son domaine est vague et compliqué peut-être à expliquer, mais il touche un peu à tout dans tout ce qui est hors rugby, mais dans nous amener la bonne énergie quotidiennement, et qui, voilà, ça peut toucher à la nutrition, diététique, mobilité, bien-être, ça peut, des fois ils font des séances de jongle, des fois des séances de gymnastique, donc voilà, il a beaucoup d'idées là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on trouve un gros intérêt à avoir Greg avec nous. Le staff médical, sous la responsabilité de notre docteur Cédric Chadourne, donc on a beaucoup de kinés, on en a 5, 6 maintenant, même avec Marc Oxley, qui est en Angleterre, donc on tourne sur ces 6 kinés qui nous aident. Donc on a Yann qui a fait partie de nous, qui travaille avec nous pendant les 10 dernières années, mais maintenant qui est aussi aidé avec le cabinet, un cabinet qui est au Sporting Village, où ils sont 4 kinés, donc ils sont nouveaux, c'est leur première année avec nous, mais on a voulu un peu se rapprocher aussi de notre centre d'entraînement. On travaille donc avec notre ostéo Sébastien Bulbur, notre podologue Jérémy Ponsolé, c'est pareil, c'est le même staff à ce niveau-là, et on a 2 masseurs, Antoine Deveille et Sandrine Lacassagne. Donc voilà un peu pour tout le sportif, tous les moyens que l'on a pour que ça se passe bien et qu'on mette les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Les spécificités un peu techniques qu'on a amenées cette année, comme Bernard vous l'a dit, c'est le GPS, ça fait un moment qu'Adam voulait travailler avec ça, donc on a décidé d'investir là-dedans pour essentiellement quantifier la charge de travail des joueurs, pour avoir quelque chose de plus concret et de plus efficace, et en termes aussi de gestion de blessures et de récupération, etc. Donc voilà un peu l'investissement. Donc nous avons des partenariats aussi donc avec Geladoc pour tout ce qui est bain de glace qui sont quotidiens, la Cryo Sud qui sont à côté du Stade Toulousain, au Stade Denier. Et donc on a un partenariat avec LICO aussi cette année qui est un peu nouveau, où on peut envoyer tous les garçons pour ce qui est récupération, ce qui est un domaine vachement important pour nous. Cette récupération avec les voyages, ce qu'on leur demande pendant les entraînements, les matchs, tout ce qui est après derrière encaissé, les heures d'avion, d'hôtel, c'est un facteur qu'on va être vraiment pointu là-dessus. L'effectif, donc vous pouvez voir, on va s'appuyer sur un groupe de 24 joueurs d'une moyenne d'âge assez jeune. Je pense qu'on a baissé par rapport à l'an dernier, donc on est autour des 24 ans d'âge, ce qui est intéressant. Je pense qu'on a toujours eu quelques groupes jeunes, mais l'an dernier on était un peu plus âgés. Cette année on a rajeuni. On ne le veut pas spécialement, mais c'est quand même intéressant pour l'avenir et dans notre projet aussi d'acquérir la Super League. Et si on a un groupe jeune, ça nous permettra de travailler avec eux et d'y rester après en Super League. Donc je vais vous les passer un petit peu. 24 joueurs pour le moment pro. Sachez que quand même il y a quelques jeunes joueurs intéressants dans le centre de formation, notamment les 4 qui ont joué contre les Dragons catalans, donc Mathieu Jussomme, Romain Payares, Justin Bouscairol et Joseph Théron, qui sont des garçons sur qui on garde l'œil dessus et qui sont susceptibles d'intégrer notre groupe au moment venu. Donc 7 départs et 8 arrivées.
les 7 départs, donc notre ancien capitaine Sébastien Planas, qui a pris sa retraite, Sam Rapira et Eddie Petitbourne, c'est pareil, qui sont partis à la retraite. Chris Santron, qui a décidé de repartir en Australie. Bastien Canet et Charles Bouzinac, dont nous avons décidé de nous séparer, et Mourad Kriouach, donc, qui n'a pas accepté son offre de contrat pour les départs. Et donc 8 arrivés. Le premier, Joe Bretherton, c'est un prêt l'an dernier, il avait déjà joué avec nous. Ils viennent de Wigan, mais cette année donc on l'a vraiment officialisé, on l'a signé. C'est un pilier que je fais travailler un peu pour le moment en seconde ligne aussi, un grand qui a une expérience à Wigan de Super League. C'est un besogneux, un travailleur, d'accord, qui fait beaucoup tous les petits efforts bien, ce qui nous plaît là, dans son rôle, dans son poste. Le deuxième, donc, c'est Dean Parata, un talonneur australien qui a joué aussi, qui a fait des Coupes du Monde avec l'Italie. L'an dernier, il jouait à Barrow, c'est quelqu'un que j'avais les yeux dessus un petit peu aussi. Qui avait aussi exprimé un désir de venir chez nous. C'est quelqu'un de très athlétique, de très travailleur, de très appliqué, va très vite derrière le tenu et peut jouer de longues minutes aussi. Donc on espère qu'il va nous amener un peu cette expérience à ce poste de talon dont j'avais vraiment besoin aussi. Je voulais le renforcer, ce poste. Le troisième, donc Ilias Bergal, un ailier français, ça fait un moment aussi qu'on y est dessus. Ilias avait joué avec Swinton contre nous à Blagnac, et ce match-là, il avait été en face de notre allié papou de l'époque, Kuniminga, il avait fait un très bon match. On avait trouvé depuis, bon, il a enchaîné les bonnes performances, il a joué pour la Coupe du Monde, donc avec la France, où il a fait de bonnes performances. L'an dernier, il était à Lille, on l'avait contacté déjà aussi l'an dernier. Nous avons enfin finalisé cette année, et c'est quelqu'un de très puissant qui va nous amener aussi de cette puissance au niveau de ce poste d'ailier, et qui est un très bon finisseur. C'est quelqu'un qui marque quand même beaucoup d'essais sur toutes ces rencontres. Derrière, un autre pilier gallois, Ben Evans, donc, qui a joué à Londres, qui a joué à Warrington, qui a joué donc pour le Pays de Galles. Il a fait pas mal de matchs. Je me demande même si c'est pas un des joueurs les plus capés pour le Pays de Galles. Donc, très intelligent, joueur très intelligent dans tout ce qu'on a pu s'apercevoir maintenant sur les 3 mois d'intersaison, qui a une bonne connaissance rugbystique et qui va nous amener cette expérience, un peu cette intelligence, et surtout au niveau de la technique de plaquage. Donc voilà pour Ben. Derrière, Patti Vaivai, joueur qu'on a rencontré avec Lee l'an dernier, qui a joué donc en NRL pour les Knights et pour les Gold Coast Titans. C'est entre guillemets, comme j'avais dit un jour à Jean-Paul, notre cocotte. Ça fait un moment qu'on cherchait un petit peu un joueur comme ça. C'est quelqu'un qui fait 120 kg, qui est très explosif et puissant, qui a aussi cette expérience et qui va nous aider à amener cette puissance que l'on a besoin des fois pour nous sortir de chez nous, et qui va certainement aussi, on ne peut pas rester un contre un sur lui, il faut mettre quelques défenseurs pour le tenir, parce que sinon il va faire quelques dégâts. Donc voilà, c'est quelqu'un aussi que ça fait un moment qu'on est en contact avec lui, ça fait peut-être 4 ans qu'on était rentré en contact avec Patti, qu'on a gardé de bonnes relations et qu'on a réussi à finaliser cette année. Et derrière, notre Français, Jordan Desaria, pareil, qui joue à Lille aussi, qui sort aussi qui sort d'Avignon et qui est passé par les U19 des Dragons catalans, joueur très explosif, qui peut jouer seconde ligne, qui peut aussi jouer troisième et peut-être pilier. Très bons appuis, très explosif, très agressif aussi. C'est un joueur que l'on aime bien pour le moment. Il a fait une très bonne pré-saison. Il y a un gros potentiel avec Jordan. Et le dernier, donc Brendan Santi, troisième ligne, besogneux, très travailleur, très agressif, fait tout ce qui est dur. Prend les ballons compliqués, fait les plaquages qu'il faut faire dans le troisième, met la tête là où il n'y a pas grand monde qui la mettrait. Donc c'est le genre de joueur que l'on a besoin aussi, et qui va nous faire du bien, d'expérience un peu internationale aussi, puisqu'il a fait la Coupe du Monde avec l'Italie. Donc c'est un joueur qui je pense qui va nous amener beaucoup. Et le dernier, James Bell, un Kiwi écossais, on connaît ça, on aime bien ça avec notre ami Andrew. Mais voilà, il a fait donc la dernière Coupe du Monde avec l'Écosse, il a fait le championnat européen avec l'Écosse aussi.
Tous les joueurs français sont rentrés et me disent il faut regarder ce joueur parce qu'il a été très bon. Et c'est vrai que c'est un fort potentiel. Il a fait quelques matchs généraux avec les Warriors. Différent de Brendan, c'est plus dans l'évitement, plus athlétique, plus explosif, un peu plus d'appui, très bonnes skills, avec très bonne gestuelle de balle, et après mais dans son mental, un très bon guerrier. Donc voilà, James est encore un peu blessé, il revenait d'une arthroscopie au genou, donc il est encore en réathlétisation, on ne l'a pas vu encore à l'entraînement avec le groupe. Voilà pour les recrues. Pour tout cela, il fallait un grand leader pour prendre la place, pour remplacer donc, notre ancien capitaine Sébastien Planas. Et donc nous avons mis comme capitaine et qui va mener cette équipe Andrew Bentley. Je ne pouvais pas penser à une autre personne que lui. Sachant ses valeurs, ses cultures, tout ce qu'il représente, c'est tout ce qu'on attend des joueurs de chez nous. Il les représente très bien, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Il fait un très bon lien entre tous les joueurs, les dirigeants et tout le monde du club, les bénévoles aussi, et les supporters. C'est quelqu'un qui est très attachant et qui va vers tout le monde. Et à l'intérieur de notre groupe, entre tous les anciens, les nouveaux, les étrangers, les Français, puis en plus qu'il a cet avantage aussi de parler très très bien l'anglais et le français, donc ça nous fait tous ces liens. Donc c'est pour ça qu'Andrew sera notre capitaine cette année, cette saison. Peut-être une mini parenthèse, si Andrew, tu veux dire un petit mot sur ce capitaine. Ouais. Bon, merci Sylvain, ça me touche énormément. Je suis très fier et honoré d'être capitaine du Théo. C'est compliqué après les années passées de Sébastien Planas. C'était un joueur très exemplaire pour moi. Énorme expérience, il a fait énormément pour le club. Je pense pendant ces 10 ou 12 dernières années. Voilà, maintenant, je vais faire mon mieux avec les vice-capitaines pour essayer d'amener le groupe au plus loin possible, faire le job et atteindre vraiment notre objectif cette année. Donc voilà, pour les vice-capitaines, cette année j'en ai choisi 2, donc ce sera Jonathan Ford et Stan Robin. Nos 2 demi de jeu, j'aime bien là-dedans avoir en tant que capitaine un bon meneur d'hommes et derrière dans les vice-capitaines avoir nos meneurs de jeu, et j'en ai choisi 2, je voulais pas les séparer. C'est ces 2 joueurs qui nous donnent la direction, qui nous managent bien les matchs, et donc voilà ce choix. Jono était déjà vice-capitaine, cette année j'ai rajouté Stan. Voilà pour moi, je vous ai présenté un petit peu les moyens, les effectifs, nos leaders. Maintenant, on a très bien travaillé pendant cette intersaison. Les garçons sont très prêts physiquement, mentalement. Il faut tout mettre en place. On a reposé pas mal de choses par rapport à ce que disait Bernard. Notre puissance, c'est vrai que notre pack un petit peu nous faisait défaut les années avant. On a renforcé là-dessus sur notre pack, mais maintenant on a un gros travail défensif aussi. Bernard vous en a parlé. On a tout remis à plat par rapport à nos principes défensifs, et c'est vraiment là que l'on veut voir la progression cette année, parce qu'en analysant un peu tout entre les 2 saisons, et ce qui s'est fait un petit peu avant, c'est la plus grosse marche progression, et c'est ce qu'on doit améliorer, car c'est notre défense qui va nous amener en Super League. Donc voilà, il faut s'attendre, on va continuer à jouer notre jeu quand même, mais il faut s'attendre à ce qu'on va vraiment mettre l'accent sur notre défense, et le mot d'ordre avec les joueurs a été vraiment de prendre ce plaisir à défendre. Notre jeu nous amène un peu des fautes, il faut qu'on arrive à les défendre, il faut qu'on arrive à prendre plaisir à les défendre. Voilà un petit peu, si vous avez des questions après, n'hésitez pas. À Cédric. Tu veux, ouais. Écoute, bien sûr, la porte est grande ouverte pour Seb avec tout ce qu'il nous a amené et tout ce qu'il fait. Il était là, il ne peut pas s'empêcher, il est venu déjà, il est passé quelques fois à l'entraînement. Il était au premier match contre les Dragons, il était avec nous au bord du terrain, dans les vestiaires, et bien sûr, il se rapproche. Bon, après, voilà, il a maintenant quand même quelques obligations professionnelles, et en plus, maintenant, il va déménager sur la côte basque, donc on le verra peut-être un peu moins, mais non, il change de boîte aussi, en plus, donc il change dans le même... donc, mais voilà. Mais,
Voilà. C'est un choix de vie. Hein. Voilà, c'est son choix de vie. Bayonne. Ouais. Ça fait un moment qu'il y pensait, il a fait ce choix de vie parce qu'il a eu cette opportunité professionnelle aussi. Mais par rapport à ta question, c'est vrai que directement après la saison, on avait rencontré Sébastien pour voir quelle pourrait être son implication dans le club parce que, comme l'a dit Andrew aussi, voilà, c'est quelqu'un qui est arrivé en 2006 au Théo et qui a marqué l'histoire de Théo. C'est certainement le plus grand capitaine de l'histoire du Théo, en tout cas en termes de palmarès. Et le nombre de matchs qu'il a disputé, il a passé la barrière de 250 matchs. Voilà, c'est assez énorme. Donc, effectivement, il a porté grande ouverte. Là, il fait ce choix de vie. Mais je suis sûr, il m'a déjà dit qu'il reviendrait à pas mal de matchs. Et puis, comme le dit Sylvain, il est venu à des entraînements, il est venu au match des Dragons. Et voilà, donc il est très présent et il restera très présent dans la vie du Théo parce que c'est. Voilà, c'est ça. C'est ça. Avec l'effectif, tu pars au premier match, tu as tout l'effectif de Non, on a encore quelques blessures qui sont sur une bonne voie, mais on a 4 joueurs blessés. Donc pour le moment, il y a Andrew encore qui s'est pas remis de son choc genou contre genou avec le joueur de Londres, là, Sommerbach. Donc ça fait, donc il a dû subir cette opération et ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais il commence à regaloper, il commence à recourir, donc c'est sur une bonne voie. Donc comme je vous ai dit, James Bell encore qui a fait cette arthroscopie et qui recommence aussi à peine à recourir. Donc on a un peu encore quelques semaines avec lui. Tyler Epi qui est arrivé en très grande forme mais qui n'a pas trop coupé et donc qui a attrapé une pubalgie. Donc ça c'est une blessure un peu pas évidente à guérir. Il est en bonne voie aussi. Je pense que dans les 2 prochaines semaines, il sera apte à faire tous les entraînements avec nous, donc il sera susceptible d'être sélectionné. Et l'autre aussi, c'est Elias Bergal, qui est encore, lui aussi est sorti d'une pubalgie après l'Angleterre, qui est un peu forcé pour vouloir jouer avec la France, qui derrière a eu un pépin musculaire. Donc bon, voilà, on a un petit peu galéré avec lui aussi, qui est en bonne voie. Les 4 sont en très bonne voie pour réintégrer le groupe. Après, pour le moment, on n'est pas en mauvaise santé. Tu as un œil aussi sur les Broncos, parce qu'il y a quelques-uns qui commencent à couper la porte, quand même. Tout à fait. Comme je vous ai dit, il y en a 4 qui m'intéressent pour le moment. Après, il y en a quelques-uns aussi encore qui ont du talent et qui sont sur la bonne voie. Sachez que Mathieu Jussom, j'ai rencontré Mathieu Jussom mardi, il va faire tout le mois, il rentre dans le groupe pro pour tout le mois de février. C'est Mathieu. Voilà, donc après ses performances et après son match contre les Dragons, et c'est quelqu'un, ça fait un moment qu'on l'avait identifié et qui a un fort potentiel, mais qui est en train de le mettre maintenant en avant. Au Broncos, il joue un peu tous les postes, il est bon à tous les postes, il peut jouer du talon, il peut jouer demi, il peut jouer 3e ligne, 2e ligne, au centre. Nous, pour le moment, on le met un peu plus sur le poste de centre et contre les Dragons, il fait la 2e mi-temps au centre, il fait une très belle partie, donc c'est très prometteur pour lui. Pierre fait partie de ces joueurs aussi qu'il faut continuer à regarder et à travailler. Voilà, il est un peu plus immature et un peu plus jeune, mais il y a un potentiel aussi. Voilà, pour moi, il n'est pas encore prêt pour jouer, même pour ce match des Dragons. Je ne voulais pas le mettre en danger. D'accord, il faut qu'il soit bien prêt quand même physiquement et mentalement, mais c'est quelqu'un qui a un gros potentiel et qu'il faut qu'on continue à développer et à travailler. C'est pareil comme le petit Pierre-Jean Lima, il a déjà fait un match l'an dernier avec nous. Bon, là il est blessé à une cheville, mais c'est quelqu'un qu'il faut qu'on garde un œil dessus, et plus les 3 autres que je vous ai dit avant. Donc il y a de bons petits jeunes qui sont en train de monter. Ouais, il faut s'attendre toujours bien sûr à Toronto, encore on n'est pas arrivé à battre, hein. On les a rencontrés l'an dernier 3 fois, on a tout le temps 3 matchs assez compliqués, mais
mais tout le temps accroché et avec quelques faits de match qui ont fait que ça a tourné un peu. Et dans les 3 matchs, il y a eu leurs faits de match qui ont fait que ça fait. Ben, il y a tout le temps eu de grosses, voilà, de grosses. Très grosses. Mais bon, enfin, voilà, ça fait partie des matchs. Mais bon, il faut qu'on arrive à les battre cette année parce qu'ils seront encore là. Ils ont recruté, ils ont changé aussi d'entraîneur quand même. Ils ont pris Brian Mardemot qui a marqué quand même l'histoire de la Super League avec Leeds et en remportant autant de trophées. Derrière Widnes qui descend de Super League aussi, il faut s'attendre à ce qu'il soit là, qu'on l'en a battu. Tout à fait, oui. Mais bon, voilà, c'est pareil, ces changements de contexte, de coach, d'un peu de joueurs. Pour moi, il y a ces 2 équipes. Et après, il y aura tout le temps ces équipes un peu Featherstone, Halifax, Lee, qui vont exactement. Voilà. C'est des Bradford, ça remonte. York aussi. York, quand on les rencontrait en Ligue 1, c'était la meilleure équipe pour moi que l'on rencontrait, qui avait un bon rugby, qui avait de bons principes. Et ils ne sont pas là pour rien. Donc il faudra aussi se méfier. Ça va être un championnat intéressant, hein, ça va être un championnat qui va se tenir, mais les grosses écuries vont se tenir pour moi, Toronto et Widnes. Je ne sais pas pour toi, Andrew. Non, je pense ça aussi. Je pense que Widnes, Toronto, comme l'a dit Sylvain, on les a pas battus encore. Donc il va falloir qu'on travaille dur et qu'on remporte des points contre eux. Après aussi, il y a Lee, Featherstone, Halifax et Bradford, je pense. Oui, justement, ça fait le bon. Allez. Sur la partie facile qu'ils m'ont laissé, c'est-à-dire présenter la compétition. Alors je vais commencer par presque le plus simple, c'est la phase régulière. Alors comme vous le savez, il y a eu totalement un changement des compétitions anglaises, que ce soit de la Super League qui a rejailli sur les autres divisions. En ce qui concerne la nôtre, le Championship, donc déjà on passe de 12 à 14 équipes. Concrètement, Londres est monté en Super League, Widnes est descendu, et il y a 2 équipes de Ligue 1 qui sont montées, à savoir York et Bradford, dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, ces 14 équipes, au niveau du championnat, une seule phase régulière, avec les classiques aller-retour, donc 26 matchs, et plus une journée un peu exceptionnelle qui est le Summer Bash, où toutes les équipes se rencontrent sur le même terrain, en l'occurrence Blackpool, sur une même journée. Enfin, sur 2 jours, en fait, sur un même week-end. Voilà, donc ça fait 27 matchs, ça fait encore une saison bien remplie. Dans ces 27 matchs, nous, on aura la chance de rencontrer 3 fois Toronto, puisqu'au Summer Bash, le derby, c'est le derby franco-canadien Toronto-Toulouse. Comme l'an dernier. Non, Toronto. l'an dernier c'était Londres. Londres, ouais. Donc voilà, donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle parce que si on gagne, ben, ça fait l'occasion de faire une différence supplémentaire. Toujours au niveau de la compétition, c'est vrai que donc ces 27 matchs, juste une précision, on ne disputera pas la Challenge Cup, la Coupe d'Angleterre, pour des raisons principalement d'organisation et financière. Et deuxièmement, on ne disputera pas non plus ce qu'ils appellent une nouvelle coupe qu'ils ont instaurée, c'est la 1895 Cup, 1895 Cup, qui est une coupe entre les clubs de Championship et de League 1. Je pense qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas assez de matchs, donc ils ont voulu en rajouter quelques-uns. Voilà, celle-là non plus, on ne la disputera pas. Et pour revenir au Championship, donc au terme de ces 27 journées, c'est là que ça se complique un petit peu, parce qu'il y a des phases finales qui sont pas évidentes à comprendre pour nous, qui sont relativement classiques, je dirais, dans le système britannique. Alors on a essayé de vous le décomposer pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi ce qui allait se passer. Donc il y aura une première journée qui sera le deuxième week-end de septembre. Ces playoffs, déjà, les 5 premiers sont en phase finale. Par rapport à la première journée de playoffs, premier tour, le premier est exempt. Il rentre direct au deuxième tour. Donc on a 2 matchs. Match A, deuxième contre troisième, et match B,
4e contre 5e. Assez simple jusque-là. On part... Le premier cité reçoit. Le premier cité Exactement. Jusqu'à la finale. La finale, ils n'ont pas encore pris la décision, mais jusqu'à la finale, le mieux classé reçoit. Voilà, ce qui est intéressant. Exactement. On passe sur le deuxième tour. Alors, le premier rentre bien sûr en jeu et rencontre le vainqueur du match A. Le perdant du match A est repêché, on va l'appeler comme ça, et il rencontre le vainqueur du match B. Le perdant du match B sort. En fait, à chaque journée, vous en avez un qui sort. On continue. Le vainqueur du match C, ça peut être le premier comme le deuxième ou le troisième, si vous avez suivi, et directement en semaine 4, on va dire, en finale. Le perdant est de nouveau repêché. Et il affronte le vainqueur du match D. Donc en troisième week-end de phase finale, il n'y a qu'un seul match. Et bien sûr, le vainqueur de ce match va affronter en finale le vainqueur du match C. Le vainqueur de la finale monte en Super League. Voilà. Donc, par rapport à la question, c'est vrai que le classement de la phase régulière est très important, parce qu'en fait, on peut discuter, si j'ai compris, entre 2 et 4 matchs de play-off. Et je pense qu'avec 27 matchs avant au compteur, c'est peut-être intéressant quand même, bon, c'est l'entraîneur qui le confirmera, mais d'avoir des matchs de repos entre les matchs de phase finale, des journées de repos entre les matchs de phase finale. Et puis il y a l'aspect domicile aussi qui est très important. Je pense notamment pour tous les clubs et pour nous aussi de jouer ici en France, c'est quand même un avantage important, d'où l'objectif de la saison qui est d'aller briguer la première place pour se donner les meilleures chances d'accéder à la Super League. Ça vous parle comme ça? Enfin, vous aviez certainement compris déjà. C'est ça, c'est ça. Faut demander à Peter. Non mais c'est ce que je disais. Chez nous c'est pas classique. En Angleterre, en Australie, c'est un peu plus commun, quoi. Voilà. Bon. C'est ça. Vas-y Tom. Exactement. Non. Mais c'est vrai que pour le grand public, c'est pas évident à comprendre. Voilà. Voilà. C'est qu'on n'a pas fini de nous poser des questions. C'est sûr. Alors, en ce qui concerne le stade, vous vous doutez bien que la question allait venir, bien évidemment. Donc vous savez, enfin à l'heure qu'il est, vous savez que qu'on appelle ça, le tribunal administratif a retoqué encore un coup la poursuite des travaux de ce stade suite aux réclamations des riverains. Donc, à l'heure qu'il est, la mairie a plusieurs options. La première, c'est de faire appel à cette décision. La deuxième, c'est de redéposer un nouveau permis, parce que le tribunal administratif a retoqué le premier permis parce qu'il estimait que le nombre de places ne correspondait pas à la réalité par rapport au plan qui avait été élaboré par les architectes de la mairie. Et la troisième option, c'est le plan B. Je dis pourquoi le plan B? Parce que dans tous les cas, si la mairie fait appel, on est reparti encore pour 2, 3, 4, 5 ans de procédure derrière, parce que les opposants ne vont pas lâcher prise. La deuxième, si on doit reconstruire un stade, et avec les nouvelles normes qui sont intervenues entre-temps, on est obligé de refaire une enquête publique très spécifique, qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on avait fait la première fois, plus le temps de la construction. On est également reparti pour 5 ans. Voilà. Donc, j'ai un rendez-vous avec le maire prochainement, la courant février, où on va essayer de faire un petit peu la clarté par rapport à toutes ces options. Et je pense que d'ici fin février, on saura vous dire ce qui va se passer assez rapidement pour
les mois, je dirais même les années à venir. Voilà. On est dans une situation qui est un peu inédite, qui est très complexe. Le Toulouse Olympique aujourd'hui, c'est le club sportif qui est SDF, c'est un domicile fixe, donc c'est très compliqué pour nous. D'autant plus que je ne vous cache pas que ça a des aspects financiers très importants. Et le fait d'aller jouer à Blagnac, pour nous, c'est 200 000 € qui partent, il ne faut pas se tromper. Voilà. Et des partenaires qui ne suivent pas forcément parce que les panotiques ne peuvent pas suivre, etc. Puis les buvettes, etc., qu'on ne peut pas avoir comme on veut, donc c'est très, très, très compliqué. Donc on va essayer avec la mairie de Toulouse de trouver une solution qui soit plus pérenne. Voilà. En sachant qu'après, des stades, il n'y en a pas 50 000 à Toulouse pour pouvoir nous accueillir. Ça sera un de ceux qui sont là, vraisemblablement. Voilà où on en est aujourd'hui. Au point de vue financier, nous sommes obligés de payer les déplacements toujours aux équipes de Ligue 16, là. Oui, alors ça c'est la grande nouveauté de cette année. Quand je dis que les Anglais sont plus forts que nous, c'est vrai, je ne vous mens pas. Pardon, mais c'est une réalité. À savoir que quand on a décidé de jouer ce championnat, il avait été convenu que chaque équipe payait son déplacement pour venir à Toulouse. Et nous, par contre, on assumait tous les nôtres. On n'a pas joué la Coupe d'Angleterre parce qu'il fallait aussi payer le déplacement de toutes les équipes qui viendraient dans le cadre de cette compétition. Donc on a demandé à ne pas la jouer. Reste que, néanmoins, cette année, on est obligé de payer le déplacement de toutes les équipes qui viendront jouer ici à Toulouse. Donc ça fait un budget qui est quand même très important. Pourquoi ça change comme ça? Ah, c'est une décision de la RFL. Voilà. Parce que la RFL a besoin de sous, et donc ils ont estimé qu'à Toulouse on en avait plus qu'ailleurs, donc voilà. Donc supplémentaire, là ça fait 200 000 € supplémentaires pour nous. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. S'il y avait eu que ça, bon, ça serait assez bien sorti. Le problème, c'est que dans le même temps, ils ont décidé à 2 reprises, en juillet et ensuite en septembre, de nous diminuer la première fois 100 000 € d'indemnité et la deuxième fois 70 000 € d'indemnité. Donc ils nous ont enlevé 170 000 € d'indemnité qui proviennent la plupart du temps des droits télé, etc. Donc, grosso modo, si on arrondit, on n'est pas loin de 400 000 € qu'il faut que l'on trouve pour cette saison. Et que l'on a gagné l'an dernier sur le terrain, en finissant Ouais. 6e. Oui. Précision par rapport à ça, parce que c'est vrai que nous on y est dedans et c'est pour que ça soit un peu plus clair pour vous peut-être. Il faut savoir que donc les droits télé du Championship sont distribués à la méritocratie, c'est-à-dire au classement de l'année précédente. En se fiant sur ce qui se faisait sur l'année 2018, en finissant 6e de la deuxième phase, c'est 700 000 livres que l'on aurait dû percevoir sur l'année 2019. C'est ce qui avait été le premier modèle de distribution en juillet 2018, c'est ce qui avait été annoncé. Seulement, entre-temps, arrive le changement de la compétition et avec plus de rencontres contre les équipes de Super League et de Championship. Du coup, les clubs de Championship ont poussé auprès de la RFL pour dire il n'y a plus besoin qu'il y ait autant d'écart entre les clubs du haut du Championship et les clubs du bas. Le 22 septembre au matin, on reçoit un premier changement de modèle où on avait effectivement perdu 70 000 livres, parce que c'est à livre, c'est même pas l'euro, c'est à livre. Donc bon, on encaisse le coup, on dit d'accord, mais les clubs anglais, ça n'a pas suffi, ils ont voulu aller plus loin. Après la fin de la compétition, quand tous les classements ont été connus, donc le vote il était assez facile à faire, les recrutements faits. Et les recrutements faits. Un deuxième modèle, un troisième modèle a été sorti autour de début mi-octobre, où on avait reperdu 500 000 livres en moins, c'est-à-dire qu'on est passé de 700 000 livres à 530 000 livres. Voilà. Donc ça, on a bien sûr fait remonter notre mécontentement et notre incompréhension
Parce que de le faire en début de saison, de l'annoncer en début de saison, c'est une chose. De le faire une fois que la saison est terminée, c'est une autre chose. Surtout que les règlements de la RFL imposent de dire aux joueurs les conditions, les propositions contractuelles avant le 31 août de l'année. Donc ça veut dire qu'on avait tous les engagements financiers qui étaient pris et qu'il n'y avait aucun moyen d'aller en arrière. Voilà. Donc c'est vrai que ça, plus la partie déplacement, ça fait beaucoup sur une même saison. On est pas loin de 3 millions d'euros. On est à 2 millions entre 8 et 9. Non, pour les pros. Ouais. Que pour l'équipe. Pas tout le club, quoi, je veux dire. Hein. La partie pro. Ouais. Le club consolidé entre l'élite 1 et l'association qui gère tous les amateurs et le centre de formation, on approche les 3 millions et demi. Voilà. 3, 4 ans. Et les changements en Angleterre, à cause de la RFL, ça a coûté combien à peu près, globalement pour le club? Ah ben là, autour des 400 000 euros. Entre 400 et 450 000 euros. Entre la perte de ce qui était prévu et les frais de déplacement des équipes anglaises. Tout ça, ça se rajoute, comme je disais tout à l'heure, à la perte que l'on a eue d'aller jouer à Blagnac, en plus. Voilà. Donc, situation financière très compliquée, je ne vous le cache pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que la mairie s'inquiète un petit peu plus de ce qui se passe au Théo. C'est ce que je vais dire au maire dans quelques jours, parce que ça peut mettre le club en péril. Voilà. Donc il faut qu'on fasse des choses. Bien évidemment, nous les faisons auprès de nos partenaires, hein, puisque la saison dernière, on avait fait une augmentation de capital, et on ne va pas en refaire une cette année, mais par contre, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de commerce auprès des industriels et d'entreprises pour renforcer un petit peu leur soutien. Mais ça va être compliqué pour arriver au bout. Voilà. Oui, ça fait 4 saisons qu'on est au-delà des 20% d'augmentation de partenariats financiers. Donc ce qui prouve un petit peu notre travail aussi pour de recherche de fonds. Et on n'attend pas que cela tombe des institutions, mais à un moment donné, c'est vrai que quand on regarde les subventions municipales, et la proportion par rapport au budget du club, c'est un petit peu frustrant. Il n'y a pas d'autres possibilités pour le club, pour un obstacle, par exemple, à Colomiers? Si, ça peut être une des options envisagées dont parlait Bernard. Oui. Ça fait partie des stades existants sur Toulouse et Grand Toulouse, on va dire. Oui, j'ai dit qu'il y avait 2 stades, il a raison, monsieur. Il y en a 3 en fait à Toulouse, qui pourraient nous accueillir. Dans tous les cas, certainement un peu. Ouais. Non, mais il n'y a pas les installations, quoi. Ouais. Au départ, j'avais proposé que ce soit le plan B. Mais même à l'aménagement, c'est venu sur le tapis. Hein. Tu l'avais amené sur le tapis, mais les aménagements sont a priori pas possibles sur place. Quoi. Ça a été refusé comme un plan B, oui. Voilà. Pour le moment, peut-être demain, ça changera. Donc voilà, sur ce plan-là, oui, situation très, très compliquée pour nous. Et le parc des sports Georges Ebram aux Zénith, vous avez essayé de... À aucun moment ça a été évoqué. Je ne sais pas, peut-être, oui, pourquoi pas. Mais Il n'y a pas de oui, non, parce que... Non, mais en fait... qui a été l'hôte du Théo quand il avait Oui. Donc, le petit côté de l'histoire. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir jouer en Super League demain, il y a un cahier des charges très précis. Et je crois que la jauge, c'est minimum 5000 places, je crois, si c'est ça. Voilà. Donc on est obligé d'avoir un stade d'une certaine dimension. Et c'est pour ça qu'Arnonay était assez bien dimensionné. Après, oui, bien sûr, il y a le stadium, mais bon, le stadium, c'est 35 000 places, ou 38, je ne sais pas combien. 33. Ou 33 000 aujourd'hui. Depuis l'UEFA. J'espère qu'un jour on le remplira, mais c'est pas, ça ne sera pas cette année, quoi. Hein.
Donc, réponse d'ici fin février, quoi, par rapport à ça. Sur le, bon, je reviens un petit peu au fil. Donc le calendrier, bien sûr, vous le connaissez. On attaque ce dimanche à Lille. L'équipe part samedi. Et puis derrière, un premier match à domicile où direct. Enfin, Lille déjà, c'est quand même une équipe qui est réputée. Puis Winnes qui descend de Super League, qui a des ambitions, qui fait partie, comme l'a dit Sylvain, des favoris de la compétition. Et comme je vous l'ai dit, trois dates contre Toronto notamment, avec le 9 mars ici, le Summer Bash le 18 mai, et puis on ira à Toronto le 22 juin. Donc voilà, un calendrier assez dense, assez compressé, avec assez peu de week-end off finalement. Mais voilà, on a l'habitude maintenant, on va s'y laisser ça. Vous allez être diffusé par Lille? Alors, au niveau de la diffusion, cette année, il y aura deux canaux. Le canal classique TV, on va dire, avec nos 3 matchs contre Toronto sur Sky Sports et on l'espère sur beIN Sport. Thomas travaille sur ce point-là, mais ils nous ont toujours suivis à chaque fois qu'il y a eu un match télévisé, donc je pense que, en tout cas, les premiers retours sont bons. Et après, les phases finales aussi, il y aura des matchs télévisés. Et après, ce que la RFL a mis en place, c'est que sur chaque week-end, il y aura un match de Championship ou de Ligue 1, mais je pense préférablement de Championship, qui sera diffusé en streaming sur l'application de la RFL. Voilà. Donc ça permet d'avoir une visibilité aussi, puisque cette application est gratuite et est téléchargeable par tout le monde sur les tablettes, les téléphones et les ordinateurs. On pourra les avoir sur l'ordinateur. Voilà un petit peu aujourd'hui ce que l'on a en termes de division. On est assez bloqué pour aller plus loin, dans le sens où Sky Sports détient les droits de la Super League, mais aussi du Championship. Et par exemple, on ne peut pas nous décider de faire venir une société de production et de faire un streaming. Ça, on n'a pas le droit. On avait demandé l'année dernière, on n'a pas le droit. Donc voilà, on est assez bloqué là-dessus. Vous ne voulez pas l'expérience de l'année dernière avec d'autres matchs? On pouvait voir au siège comme ça. Ah ben, si, les matchs... Ouais. Les matchs... qui sont diffusés Non, mais pas de streaming. Ouais, ouais. Ah, un streaming? Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Oui, ce qu'avait fait William. Ouais. Ça on s'est fait un peu taper sur les doigts, donc non, on ne le refera pas. Rendez-nous service, il ne faut surtout pas le dire. C'était à risque. C'est ça. C'est un comité privé. Voilà. Voilà. Alors, il y a peut-être une autre information qu'on peut quand même leur donner, puis peut-être ils l'ont déjà. Le 12 et 13... Ça arrive, Bernard. Hein? Ça arrive. Pardon, vas-y. On continue, après je te laisse la D'accord. truc. Donc là, juste, bon, on a voulu vous mettre bien sûr les maillots de la nouvelle saison, avec juste en 2 mots, parce que bon, c'est pour que vous les voyez, vous les verrez de près au stade. La croix occitane et le retour du scapulaire sur le maillot blanc, voilà, ça nous tenait un peu à cœur. C'était nos supporters aussi qui nous l'ont fait remonter, et cette appartenance à l'Occitanie est importante pour nous. Et le dernier point, effectivement, vas-y Bernard, tu peux en parler. Ah, tu peux continuer, je sais pas. Le 12 et 13 février, dans le cadre d'une tournée européenne qui est organisée par les Sydney Roosters, qui seront à Paris à cette date-là, nous avons des relations, je dirais, un peu privilégiées avec cette équipe qui est... je crois pouvoir dire la meilleure équipe du monde de rugby à 13, dont l'entraîneur principal a été entraîneur au Théo il y a une dizaine d'années. Un peu plus. Ouais. Et joueur avant. Ouais. Et joueur, Fred Robinson. Et donc Sylvain, avec Fred, a décidé a proposé que l'on puisse participer à un de leurs entraînements en région parisienne à cette date-là, et nous avons considéré que c'était une excellente idée, parce que ça va permettre d'une part d'avoir un échange entre les entraîneurs sur la façon de progresser, mais aussi c'est un petit cadeau qu'on a voulu faire aussi
aux joueurs, parce que pour eux, ça leur parle, hein, les Sydney Roosters, c'est quelque chose de très important, et ils vont se frotter, alors à titre d'entraînement, il n'y aura pas de match, à ce qui se fait de mieux dans le monde du rugby à 13. Voilà. Donc ça sera le 12 et le 13 février. Je ne vous dis pas ce qui se passera dans la nuit du 12 au 13. On en reparlera le 14. Voilà. Voilà, c'est ça. Non. Pour compléter, je passerai la parole après à Sylvain. C'est vrai que bon, les relations amicales entre Sylvain et Trent ont bien sûr fait avancer cela, notamment durant la période de Noël où Trent était en France. Et derrière, effectivement, l'opportunité était entre guillemets trop belle d'avoir les Sydney Roosters juste à côté, qui viennent pour le World Club Challenge, c'est-à-dire les deux meilleures équipes au monde, meilleure équipe de l'hémisphère nord contre meilleure équipe de l'hémisphère sud, donc hémisphère nord c'est Wigan, qui vont se rencontrer le samedi suivant. Trent a décidé de baser son équipe à Paris par rapport à ses affinités avec la culture française, et donc l'opportunité était trop belle, d'une part pour effectivement apporter un plus aux joueurs, parce qu'on pense que cette expérience ça sera marquant, et puis également pour le club la capitale, c'est quand même là où tout se passe, et médiatiquement peut-être d'aller faire un coup aussi, entre guillemets, se servir un petit peu de cette aura qu'amènent les Sydney Roosters pour être vus au niveau de médias nationaux. Donc voilà, c'est je dirais un double enjeu, et même si c'est entre deux matchs de championnat, Sylvain n'a pas hésité une seule minute par rapport à cette opportunité. Sylvain, je ne sais pas si tu veux en parler. Il y a des questions par rapport à ça? Il y a des questions par rapport à ça? Tout ce qui a été dit, c'est vrai que enfin, moi sportivement, c'est surtout voir l'intensité, le niveau de la façon dans laquelle ils s'entraînent. Pour nos joueurs, ça sera une belle façon de voir et de nous amener, de viser un peu une inspiration. C'est surtout ça que l'on cherche. Après, c'est clair que pour nous, on les voit jouer souvent à la télé, de se confronter face à ces joueurs, ça serait aussi intéressant de jouer contre des Cooper Cronk, Latrell Mitchell, des joueurs comme James Tedesco, et de se confronter, de voir où on en est, c'est se positionner, et cette intensité, voir cette intensité, cette vitesse d'exécution et leur intelligence. Il y a peut-être une possibilité de recrutement aussi. Je vais voir ça avec Bernard. Ouais. Je ne vais pas te donner la question. Il te dit d'amener le chéquier. Oui. Oui, mais je pense que les 24 qu'ils amènent, c'est ça, 23 ou 24 qu'ils amènent, je pense qu'ils prendraient à peu près notre budget annuel sur les joueurs. Non, très de plaisanterie, là, c'est vrai que c'est difficile. Mais bon, pourquoi pas, par rapport à ta question, Didier, effectivement, une passerelle pour le futur, on a les hommes pour, et pourquoi pas, effectivement, peut-être des jeunes joueurs qui souhaiteraient... Bien sûr. Il est évident qu'on va en parler, oui, bien sûr. Oui, Bien sûr. Si on veut être champion du monde un jour, il faut que ça passe par là. Si Sylvain n'est pas trop vieux. On verra. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Pour les objectifs, c'est gagner le premier match, ça va. Match après match? Enfin, l'objectif final, on le connaît tous, quoi. Donc, on a vraiment cette volonté, mais je suis sincère quand je dis ça, on a vraiment cette volonté de pouvoir accéder à la Super League cette année. Je crois qu'il faut le faire cette année. L'an dernier, c'était presque possible, ça ne l'a pas fait, mais il n'a pas manqué beaucoup. Je pense qu'avec tout ce que l'on a mis en termes d'investissement cette année en hommes, en matériel, un staff technique, etc., devrait quand même nous permettre, je crois, d'y arriver. Dans tout le cas, c'est vraiment notre souhait. Et on sera très déçus, bien sûr, si on n'y arrive pas. Voilà. Mais on va y arriver. On va y arriver. Mais c'est pas gagné. Merci à tous. Merci.